Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente Rétrospective 2018. 2018 a été riche en actualités. Revivez les moments marquants de l'année à TVCGR dans cette dernière partie de Rétrospective. Le ministère fédéral des Pêches et Océans a cédé le quai de Percé à Québec. La ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, était de passage à Percé pour en faire l'annonce. Voici ce que j'avais préparé. Le gouvernement fédéral a mis en place le programme des ports pour petits bateaux, dont l'un des principaux objectifs est de transférer la propriété des ports qui ne sont pas largement utilisés par les pêcheurs ou qui servent essentiellement à la navigation de plaisance ou au tourisme. Dans le cadre de ce programme, le 12 juillet dernier, l'honorable Diane Leboutillier, ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie et des Îles, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Dominique Leblanc, a fait l'annonce du transfert de propriété du quai au gouvernement du Québec. C'est une entente qui nécessite la restauration du quai avant la rétrocession. En vertu de cette entente, j'annonce qu'aujourd'hui, Pêche et Océans Canada mettra en œuvre un projet majeur de restauration du quai qui va répondre davantage à vos besoins et qui améliorera l'offre d'amarrage ainsi que la sécurité de tous les utilisateurs. Des consultations qui viseront à finaliser la portée du projet, à mettre en œuvre de manière à restaurer les lieux d'amarrage et assurer la sécurité des installations sont présentement en cours avec les acteurs du milieu et différents paliers de gouvernement. On a des gens du secteur des pêches, on a les bateliers, on a la ville de Percé qui est assise autour de la table. Et comme on disait, on reconnaît là, très bien le quai de Percé, qui est une infrastructure de développement économique, mais qui fait aussi partie d'un paysage qui est touristique. Donc, les discussions vont se poursuivre avec tout le monde là, pour faire en sorte qu'on ait le quai qui va avec la communauté, la municipalité. On a aussi des représentants de la CEPAC aussi, qui sont assis à la table. D'autres consultations sont à venir à l'automne. Pour la mairesse de Percé, Cathy Poirier, le nouveau quai devra répondre à certains critères. Je veux un quai adéquat pour les utilisateurs. Je veux un quai qui va permettre un développement futur parce qu'on parle d'une infrastructure qui devrait être là pour très longtemps. Donc, moi, dans ma vision, c'est pas à moi de parler de technicalité de quai. Je suis pas ingénieur. C'est pas mes connaissances. Donc, c'est pourquoi j'ai insisté pour qu'il y ait des consultations auprès des utilisateurs. Et dans un avenir, qu'on soit en mesure éventuellement de développer parce qu'on parle d'une infrastructure qui pourrait être là pour longtemps. Donc, c'est moi les grandes priorités que je maintiens. Il est prévu, selon l'entente, que le quai sera cédé le 31 mars 2020. C'était Jean-Denis Laperrière à Percé. Le Géoparc mondial UNESCO a été inauguré en la présence de la gouverneure générale Julie Payette. J'étais sur place. Le label UNESCO du Géoparc de Percé a officiellement été inauguré le 11 juillet dernier en présence de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, ainsi que du secrétaire général de la Commission canadienne de l'UNESCO, Sébastien Goupil. Le Géoparc de Percé devient ainsi le premier géoparc de la province de Québec à recevoir cette certification et c'est toute la région qui profitera de cette reconnaissance. Finalement, on devient le premier parc UNESCO au Québec, le troisième au Canada. Alors, c'est une reconnaissance mondiale au niveau du tourisme, au niveau du développement économique, au niveau de la reconnaissance. C'est une journée très importante pour la MRC du Rocher-Percé et pour Percé en particulier. Ce sont des efforts qui sont récompensés puisque c'est un travail qui a débuté en 2012. Le travail pour la reconnaissance UNESCO a débuté, je dirais, probablement en 2012-2013. Ça fait déjà plusieurs années. Donc, la première caractérisation, les premières études, aller chercher des partenaires au niveau des sciences, que ce soit des géologues, les géomorphologues qui sont venus travailler ici en collaboration avec l'équipe.
Donc, c'est un processus assez long, je dirais, là, du début de la caractérisation au montage final jusqu'au dépôt de candidature, qui, lui, a été fait à l'automne 2016. Donc, pendant 1 an et demi, là, la candidature était en évaluation, en fait. On avait déjà préalablement reçu la Commission canadienne qui était venue faire une première évaluation. Et de là, la Commission canadienne avait recommandé le projet de géoparc de Percé au Géoparc mondial UNESCO. Ce travail de longue haleine n'aura pu être possible sans une grande équipe pour en arriver à ce résultat. Beaucoup d'acteurs du milieu, les personnes d'affaires, les organisations, les municipalités, la MRC. Et là, on a eu vraiment concrètement un résultat qu'un travail d'équipe, ça amène des belles retombées en termes de reconnaissance, des belles retombées économiques aussi. Alors, on est très fiers aujourd'hui du travail accompli. Lors de cette conférence de presse, Julie Payette en a profité pour offrir un cadeau spécial à la ville de Percé. J'ai eu un privilège de voir non seulement la Gaspésie sur terre, avec mes amis de la traversée de la Gaspésie, mais j'ai aussi eu la chance de la voir un petit peu plus haut dans ma carrière précédente. Et Madame la mairesse, j'aimerais vous offrir, si vous pouvez vous approcher. Là, il faut que je tienne. Et vous allez faire le... Voilà. Voici une photo prise de l'espace, qu'il y en a quelqu'un qui l'a déjà vu. En Gaspé, ils l'ont déjà vu. Où on voit non seulement la péninsule complète, on voit ici les Chic-Chocs, la baie des Chaleurs, Forillon, puis sa pointe toute mince, mais on voit aussi l'île Bonaventure, puis un tout petit point, un petit pixel juste à côté, qui est, bien entendu, le rocher percé. Alors, vous pourrez aussi vendre l'idée qu'on voit le rocher percé de l'espace. Ça sera un autre endroit pour aller le voir, un autre... C'était Jean-Denis Laperrière à Percé. Un gala de lutte a eu lieu à Grande-Rivière cet été, une première dans la région. Je vous en dévoilais les détails. C'est devant une foule de plus de 300 personnes qu'a eu lieu le gala de lutte de la EWE, un événement qui ne s'était pas produit depuis très longtemps et qui a été grandement apprécié par les spectateurs. C'est une réussite sur toute la ligne et le promoteur aussi était bien content de l'événement. Le monde a bien ri, puis ont bien aimé le show qu'on a eu, le spectacle qu'on a eu de ces lutteurs-là. Lors de cette soirée, un hommage a été rendu à Denis Cyr, lutteur professionnel pendant 23 ans de Grande-Rivière. Il en a profité pour passer le flambeau à sa fille. Ça fait toujours chaud au cœur, hein? Ça fait la deuxième fois que je reçois des honneurs comme ça, et puis ça fait chaud au cœur. C'est un petit Gaspésien qui est parti de loin, qui a voyagé, puis qui a réussi. Ma retraite, je l'ai pris en 2007, mais aujourd'hui, le flambeau, je le passe à ma fille, mon bébé, et je sais qu'elle va aller loin. Elle est partie pour aller loin parce que ce que j'ai vu à soir, là, c'est une championne. Pour Tania Cyr, c'était son premier match. Elle a toujours eu cette passion pour la lutte et Denis Cyr en est fier. Oui, depuis que je suis jeune, que je vois mon père faire des fédérations en fédération, puis j'ai toujours voulu faire ça, commencer la carrière aujourd'hui. Premier match pour mes honneurs, c'était tout un cadeau. Les productions EWE sont une fédération de lutte professionnelle établie à Saint-Hyacinthe depuis un peu plus d'1 an. Sébastien Doucet, propriétaire de la EWE et lutteur professionnel depuis 20 ans, nous explique que c'est sur l'invitation de Denis Cyr qu'ils ont décidé de venir faire leur spectacle dans la région. Et avec l'accueil qu'ils ont eu, Sébastien Doucet aimerait revenir. Denis, c'est un des grands chums à mon père depuis que je suis au monde. Fait que quand il a parlé qu'il aurait aimé ça à voir, au début, c'était pas pour son hommage. Je voulais juste qu'il y ait un spectacle de lutte à Grande-Rivière, vu que ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas eu de lutte en Gaspésie. Puis, on va être franc, il a offert le projet à d'autres avant moi. Parce que j'étais, comme tu viens de voir, ça fait 1 an, 4 mois, j'étais pas... on recule, là, 1 an, j'avais juste un ring avec des rideaux noirs, merci, bonsoir. Là. Fait que c'est Denis qui a poussé pour nous autres ici. Puis au mois de mars, moi et ma femme, on est venus en vacances ici pendant nos vacances. Nous autres, vu qu'on élève des veaux, on n'est pas en vacances souvent. Fait que on est venus ici en vacances. Puis on a rencontré Philippe Moreau. Puis là, ben lui, il nous a garanti vous allez avoir du fun, c'est sûr qu'il va y avoir du monde. Quand je suis venu ici, j'ai tellement été bien accueilli que j'ai dit ah ouais, on y va, on le fait.
Puis finalement, je suis pas déçu pantoute. C'était super génial hier. Le monde ici sont accueillants. C'est ressourçant venir en Gaspésie. Expérience géniale. J'ai hâte qu'ils me rappellent pour qu'on revienne. Puis je pense que la prochaine fois, on va faire la tournée. On va passer partout. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. Une toute nouvelle ligue de hockey senior a vu le jour dans la région. J'étais au lancement officiel. Le 11 septembre dernier, la première saison de la nouvelle ligue de hockey senior de la Gaspésie a officiellement été lancée en présence des présidents des équipes de la ligue. 4 équipes font partie de cette ligue, soit le Bar Laser de Côte-Abscale, les Bucks de Sainte-Anne-des-Monts, les Corsaires de Forillon et les Vikings du Rocher. Cette dernière a pour président Michel Collin et l'entraîneur est Éric Bourque. Les règlements pour cette ligue sont basés sur la Ligue des Côtiers. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, nous en explique davantage. Ça ressemble pas mal au règlement de la Ligue des Côtiers. Donc, on est parti de cette base-là. Donc, puis là, ben, c'est sûr qu'on a quelques rencontres, là, parce qu'on a fait certaines modifications au règlement, mais la base est là. Par contre, là, il y a un travail qui a été fait. Chaque gouvernement, chaque équipe avait à prendre connaissance des apports, puis à apporter les modifications, puis pour en discuter cet après-midi. Mais la base, je vous dirais que quand on s'est consulté, c'est sûr que la Ligue des Côtiers qui avait été là en place, comme ce qui concerne l'admissibilité des joueurs, donc il y avait toutes les conditions, la base était là, donc on part à partir de cette ligue de régionale. Il s'agit d'une ligue avec contact où les mises en échec seront permises, mais où les gestes violents comme les bagarres seront punis. Un comité de discipline indépendant sera mis en place. J'ai déjà fait des démarches avec des gens au niveau du comité de discipline, puis je pense pas que ça va être moi ou Renaud ou Gino ou Jessica qui vont prendre des décisions. On veut avoir des gens à part. Aujourd'hui, vous savez, c'est dur d'avoir du bénévolat. On va mettre un peu de sous sur la table pour essayer d'aider ces gens-là, que quand il y aura des décisions à prendre, au moins ils peuvent être équitables pour toute la ligue. Comme il s'agit d'équipes locales, les joueurs provenant de l'extérieur ne peuvent faire partie des équipes. Les clubs formant la ligue devront donc prendre leurs joueurs à même leur territoire. Il n'y a pas de joueurs importés, c'est une ligue locale. Peut-être là, au niveau des territoires, là, juste pour expliquer, là, nous, pour notre équipe, c'est le territoire mettant Passepédiac jusqu'à Saint-Georges. Puis en haut de Passepédiac, c'est qu'il va y avoir un territoire vacant dans lequel il va y avoir possibilité aux équipes de pouvoir là, signer des joueurs. Il est à noter que les joueurs de cette ligue ne recevront pas de salaire, à l'exception des dépenses liées à leur déplacement. Bien qu'il n'y a que 4 clubs cette année, il n'est pas exclu que la ligue prenne de l'expansion. On a mis 4 clubs présentement, mais ça n'empêche pas qu'on peut peut-être passer à une expansion, peut-être avec le territoire du Nouveau-Brunswick. C'est sûr qu'il va y avoir des choses, mais ça, je vous dirais, regarde, on est une nouvelle ligue. Le président, ça va être notre première rencontre cet après-midi, donc il y a des orientations qui vont être prises avec les présidents du conseil d'administration. Mais on ne s'arrête pas là. Mais c'est sûr, certain que l'objectif, c'est pour faire du hockey 1 an. On veut avoir du hockey pour plusieurs années dans la région. Au moment de la conférence de presse, des joueurs avaient déjà signé, comme par exemple Alex Blais, Sébastien Dubé, Louis-Philippe Giroux et Jean-François Croteau en tant qu'entraîneur adjoint.
La saison débutera officiellement le 2 novembre 2018 à l'Aréna de Grande-Rivière, alors que les Corsaires de Forillon visiteront les Vikings du Rocher. Vous pourrez suivre l'équipe sur la page Facebook Vikings Le Rocher. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. La course de motocross de Grande-Rivière a changé de formule cette année pour devenir le premier week-end Adrénaline qui a rassemblé de nombreux amateurs de motocross, autres véhicules à moteur ainsi que de compétitions de force. Voici mon reportage. Au début du mois de septembre, le Club de motocross de Grande-Rivière nous est revenu cette année avec une 6e édition des courses, mais c'en était la première dans la formule de cette année, comportant plusieurs nouveautés. C'était donc le premier week-end Adrénaline avec plusieurs compétitions sur 3 jours. Pierre-Luc Roussy, président du Club de motocross de Grande-Rivière et organisateur du week-end Adrénaline, et Benny Jones, qui est aussi organisateur de l'événement, nous expliquent les détails des activités. Le vendredi, on a eu comme activité, on a eu le tir de pick-up, qui a été un succès. On a eu le show de boucan pour le vendredi. Ensuite, le samedi, on a eu la fameuse course de motocross, suivie de la course de tracteur à gazon qui a été très spectaculaire en samedi en soirée. Le dimanche, on a eu la Color Run, dimanche matin, activité familiale. Ensuite de ça, il y a eu le lapping, concours de lapping qui a été un franc succès. La fermeture a été closée avec le concours d'hommes forts. Oui. Donc, activité tout le dimanche aussi. L'événement a été un franc succès puisque l'achalandage a dépassé les attentes des organisateurs, en plus d'avoir eu beaucoup d'inscriptions aux différentes courses. Succès total, je peux dire. On a triplé, sinon quadruplé les recettes comparativement à aux 5 années précédentes. Là. On est vraiment, vraiment fiers de la participation des gens. Puis on vient d'assurer le succès du Week-end Adrénaline pour plusieurs années à venir. On a eu une douzaine de camions qui ont participé à la tire de pick-up. On a eu beaucoup de shows de boucan. On a eu des participations en motocross comme à tous les ans. C'était super. On a eu 153 inscriptions, ce qui est merveilleux. Tracteur à gazon, on a eu une vingtaine de tracteurs à gazon. Donc, on a eu un spectacle vraiment haut en couleur. Puis pour terminer, Color Run, ça a été moins qu'attendu. Écoute, c'était une nouvelle chose qu'on essayait. Peut-être un peu de manque de publicité, peut-être. On se demande, moi puis Béné, là, si ça va revenir l'année prochaine. Mais c'est ça. Course automobile qu'on appelle le lapping. Succès total. On a eu une vingtaine de participants aussi. Puis le monde a eu vraiment un bon spectacle au lapping. Là. Du côté des citoyens, aucune plainte n'a été signalée à la ville de Grande-Rivière. On a eu un feedback de la ville, Jean-Denis. Aucune plainte n'a été déposée. Écoute, on est même surpris qu'il n'y ait eu aucune plainte. Les gens étaient ouverts à notre festival. Ils étaient prêts pour le week-end Adrénaline. Puis je pense qu'ils ont compris que c'était une fin de semaine puis que dans la vie, de temps en temps, il faut s'amuser. Une fin de semaine d'activités comme celle-ci amène également des retombées économiques pour la ville et la région. Il y a eu des retombées majeures, là, si on parle de stations-service, le gaz qui s'est vendu, les restaurants, les motels pour la fin de semaine. Ça a été majeur comme participation, ça a apparu. L'événement a été sur 3 jours cette année, donc vendredi, samedi, dimanche, la ville était pleine, on a entendu parler. Un événement comme celui-ci ne serait possible sans la participation des commanditaires, qui sont une trentaine. Vu son succès, le week-end Adrénaline sera de retour l'année prochaine. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. Voici maintenant les nouvelles qui ont marqué le dernier trimestre de l'année. Les élections provinciales 2018 ont créé beaucoup de remous dans la circonscription de Gaspé à cause d'irrégularités concernant certaines boîtes de scrutin. Voici les informations que je suis allé chercher. C'est maintenant confirmé. Après un dépouillement judiciaire sur les 132 boîtes de scrutin de la circonscription de Gaspé, qui s'est déroulé au Palais de justice de Percé, Mégane Perry-Mélançon, du Parti québécois, devient la nouvelle députée de Gaspé, l'emportant par 41 voix sur Alexandre Boulay, du Parti libéral du Québec. Je pense que la démocratie a enfin été exprimée ce soir, donc c'est un soulagement pour tout le monde, pour moi d'abord, mais aussi pour tous les électeurs dont l'exercice de leur droit de vote a été entendu et respecté. Alors pour moi, c'est un soulagement. De son côté, Alexandre Boulay mentionnait sur Facebook qu'il accepte les résultats du recomptage judiciaire avec beaucoup d'humilité et estime que le recomptage a été effectué de façon rigoureuse, transparente et indépendante. Pour Mme Perry-Mélançon, il était important de faire le processus de dépouillement judiciaire pour montrer aux gens que leur vote est important.
Mais finalement, ça a été un recomptage complet des 132 boîtes. Puis je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'était la chose à faire. On est content d'avoir été jusqu'au bout de ce processus-là pour que tous les gens qui ont exercé leur droit de vote dans le comté puissent savoir que leur vote a vraiment été au bon endroit. Pour moi, les résultats sont incontestables. Ma victoire est maintenant incontestable. Donc, c'est une grande fierté pour moi. Elle estime qu'il est important que le directeur général des élections du Québec s'occupe de ce dossier afin de rassurer les électeurs sur le système électoral. On s'attend à ce qu'on connaisse un peu mieux le processus éventuellement pour ce genre de cas-là particulier et de voir là, comment on pourra rassurer les électeurs par rapport à tout le système électoral. Il y a eu beaucoup d'incertitudes après cette élection-ci, alors je pense que c'est important pour tout le Québec qu'on fasse la lumière là-dessus. On peut lire dans le journal Le Soleil que le dépouillement judiciaire de la boîte 61 a révélé que 79 votes étaient en faveur d'Alexandre Boulay, 74 pour Mégane Perry-Mélancon, 25 pour Louis Leboutillier et 15 pour Alexandre Dumont-Blanchet. Sur le site web d'Élections Québec, on apprend d'ailleurs que le directeur général des élections du Québec, M. Pierre Reid, lance une enquête pour faire toute la lumière sur le dépouillement du vote pour Gaspé. Le résultat final pour chacun des candidats est le suivant. Mégane Perry-Mélancon, 6003 votes. Alexandre Boulay, 5 962 votes. Louis Leboutillier, 3 521 votes. Et Alexis Dumont-Blanchet, 2 482 votes. Un total de 297 bulletins a été rejeté. C'était Jean-Denis Laparrière à Percé. L'auteur-compositeur-interprète de Sainte-Thérèse de Gaspé, Jean-Luc Bugeaud, a lancé son 3e album, J'étais sur place. Jean-Luc Bugeaud venait à peine de lancer son 2e album en avril 2015, que déjà il travaillait sur un 3e, qu'il a d'ailleurs présenté à ses fans le 5 octobre dernier en compagnie de Duo Jukebox. Il va sans dire qu'il y avait une certaine nervosité, mais tout a bien été avec une salle bien remplie. C'est normal pour le coureur d'avoir une nervosité, mais après que c'est commencé, après qu'on tombe sur le stage, bien là, c'est parti, puis go, on y va avec la population, puis ça a été un franc succès ce soir. On a eu au-dessus de 300 personnes dans la salle. Fait que pour moi, c'est chapeau. Il est très fier de son album, même s'il a été un peu plus long que prévu à sortir. Ça donne un album avec des pièces biographiques ainsi que des textes de quelques collaborateurs. Ma vie, des biographies un peu. J'ai aussi des beaux textes que j'ai eus en coécriture, si tu veux, avec des personnes qui m'ont envoyé des textes, avec qui j'ai collaboré. Je les appelle mes collaborateurs parce que c'est des textes qui ont. C'est pas fait pour exactement la chanson complète. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est que je travaille les textes, je compose la musique, puis ça donne des belles chansons. Les collaborateurs en question sont Sébastien Bugeaud, Martin Jalbert, Steve Poirier, Mario Cloutier et Annick Smith-Roussy. Étant très attaché à son public ici, il était important que son lancement se fasse parmi les siens ici à Sainte-Thérèse. Et il avait un petit message pour ceux qui n'ont pu se présenter. Je remercie tout le monde d'avoir été présent. Puis ceux qui n'ont pas pu l'être, bien, je vous invite à passer dans les magasins pour vous procurer mon album ou m'appeler à moi. Ça va me faire un plaisir de vous les poster. Ou tout simplement sur mon site Internet, parce que je vais avoir une boutique en ligne qui va être prête en début de semaine, www.jeanlucbugeaud.com. Vous allez pouvoir tout vous procurer ça. C'était Jean-Denis Laparrière à Sainte-Thérèse de Gaspé. Une première édition du Geekfest s'est tenue à Grande-Rivière, un événement où des amateurs de jeux vidéo et de société se sont réunis. Je suis allé vivre l'événement pour vous en parler. En fin de semaine avait lieu le Geekfest, 2 jours d'activités où les gens étaient invités à venir essayer des jeux sur différentes plateformes. Et c'était organisé par la Bibliothèque municipale de Grande-Rivière. Donc, Wayne Duguay, vous êtes l'organisateur de ça. Comment les gens ont répondu à l'invitation? Dès la première journée, on a estimé à peu près les gens qui sont venus ici à plus d'une centaine, en fait, peut-être autour de 120, 130 personnes pour la seule compétition, la seule activité de compétition de jeux vidéo. Nous avions eu quelque chose comme 59 inscriptions, puis on a eu finalement plus d'une 60-70 joueurs. Donc ça a été mieux qu'anticipé. On est très content et très surpris en même temps de la participation des gens.
Donc, les compétitions, c'est quoi vous aviez comme tournoi, entre autres? Il y avait justement une compétition de jeux vidéo. Il y avait 4 jeux vidéo. On a eu la surprise d'avoir des joueurs de tous âges. Ça a été super le fun de voir des jeunes qui compétitionnaient en équipe ou contre des adultes, des ados, puis tout ce monde-là s'amusait. C'était vraiment le fun à voir, plaisant à voir. Du côté il y avait aussi un tournoi de Magic. Carte magique organisée par Spoutnik. Très bonne réponse aussi. Je crois qu'ils ont eu près de 30 participants qui sont venus d'aussi loin que Gaspé, Rivière-Nord et aussi des gens de la baie des Chaleurs. Donc, de la réalité virtuelle, il y avait aussi des jeux sur console et vous aviez également des jeux de société que le monde pouvait venir essayer. Oui. Les consoles rétro aussi. Les consoles rétro, moi, personnellement, je m'attendais à avoir un public un peu plus âgé qui allait retrouver les jeux qu'ils avaient dans leur jeunesse, mais j'ai été agréablement surpris de voir que même les plus jeunes se sont essayés aux jeux de société, aux jeux rétro plutôt, et ont trouvé vraiment ça intéressant. Concernant les jeux de société, les gens avaient la possibilité de pouvoir venir essayer ça aussi. Oui, on a eu les partenariats avec le groupe Les Stratèges du Rocher qui sont venus avec, grosso modo, une 30-40 jeux. Donc, on a eu également des mordus de jeux de société qui sont déjà habitués, qui sont venus jouer. Mais on a eu aussi des gens qui sont venus découvrir des jeux, le nouvel univers de jeux de société en 2018. On a eu des gens qui ont été agréablement surpris de la variété, de la diversité des jeux qui sont disponibles aujourd'hui. Et aussi, on pouvait essayer les drones. Oui, ça a été aussi une très bonne réussite, très belle réussite ici sur la patinoire. On a été surpris de l'habileté de certaines personnes à piloter des drones, des gens qui n'avaient jamais piloté de drone de leur vie et qui ont été capables de faire des manipulations assez complexes. Là, encore une fois, on avait toute une variété de drones à faire essayer aux gens, des plus cheap là, qu'on peut acheter à bas prix au magasin pour 30, 40, 50 $ jusqu'à des drones qui valent plusieurs centaines de dollars. En plus des jeux, vous aviez un objectif de zéro déchet. Comment la réponse du public a été envers ça? De ce côté-là aussi, je vous dirais qu'on s'attendait à ce que les gens participent quand même au zéro déchet. Je voyais que la plupart des jeunes avaient amené leur gourde d'eau réutilisable. Personne n'était venu avec une bouteille d'eau. J'ai peut-être ramassé 2 ou 3 bouteilles d'eau dans tout l'événement au complet. Les gens à la cantine, on a fait un partenariat avec eux. On leur a fourni des contenants compostables et biodégradables dans lesquels ils servaient les mets lors de l'événement. Ça a été super positif aussi de ce côté-là. Alors, on n'a pas fait un événement zéro déchet. On tendait vers ça. Mais la réponse a été, je crois, positive de ce côté-là aussi. Les jeux de société étaient fournis par les Stratèges du Rocher. Les ordinateurs et les consoles de jeux, eux autres, elles étaient fournies par qui? On peut remercier nos différents partenaires qu'on a eus. Nous avons eu Desjardins qui a été partenaire. Madame Diane Boultier, donc députée et ministre. Nous avons eu également Spoutnik, le Centre de formation professionnelle Bonaventure Chandler qui a fourni justement les PC. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu l'appui de 2 conseillères de la ville, Mme Langelier et Mme Nicolas. Monsieur le maire a contribué également. Le club des Vikings qui ont participé à l'événement, qui nous ont fait une commandite. Ensuite, nous avons eu la Ville des Grandes-Rivières, le réseau Biblio qui nous ont prêté des casques VR. Bon, vous voyez derrière moi, j'en oublie peut-être un, les Stratèges du Rocher. Désolé si je vous oublie, mais bref, la Maison de la Culture aussi. Et toute l'équipe, il ne faut pas oublier de remercier l'équipe de bénévoles également. Sans ça, il n'y a rien de tout ça qui serait possible. Alors, des bénévoles qui ont donné de leur temps, des bénévoles qui ont emmené eux-mêmes du matériel. Ces gens-là n'étaient pas obligés de le donner. Il n'y a même pas eu de rémunération pour ces gens-là. Ils ont donné de leur temps et de leur matériel pour la cause, pour l'événement. Alors, il faut les remercier parce que sans eux, on n'aurait pas eu un si bel événement. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière. La saga du quai de Sainte-Thérèse de Gaspé a semblé prendre fin avec l'annonce du financement fédéral de travaux attendus depuis 2 ans. Thierry Haroun avait préparé ce reportage. D'abord, un rappel des faits.
En 2016, Pêche et Océan Canada avait procédé à des travaux majeurs de 6,5 millions de dollars, dont c'est considéré comme névralgique pour l'économie locale, voire régionale. Des travaux qui avaient toutefois soulevé beaucoup de mécontentement, tant chez les pêcheurs que les élus, parce que les travaux effectués à l'entrée du quai menaçaient la sécurité des pêcheurs, quand un vent du sud-est soufflait, forçant certains d'entre eux à aller débarquer leur cargaison à Grande-Rivière, ce qui était une perte sèche pour Sainte-Thérèse. À la lumière de ce sérieux problème, la préfète de Rocher-Percé, Nadia Minassian, avait alors dénoncé la situation de cette façon à la télé communautaire de Grande-Rivière. C'est sérieux pour deux différentes raisons. Premièrement, au niveau économique, le quai de Sainte-Thérèse est un port d'une importance phénoménale pour la MRC du Rocher-Percé en termes de débarquement. Il y a toute une industrie qui est tissée autour de l'usage de ce port de pêche. Et au niveau de la sécurité de nos pêcheurs, alors que ça faisait déjà quelque temps qu'on entendait parler que les pêcheurs se sentaient moins en sécurité lorsqu'ils amarraient les bateaux, mais ce qu'on pouvait comprendre, c'est qu'un certain vent, je pense que c'est un vent sud-est, ce type de vent-là est au rendez-vous. Ça devient carrément dangereux et ils décident d'aller s'amarrer à Grande-Rivière à la place d'aller à Sainte-Thérèse. C'est sûr qu'il y a des coûts engendrés par ce transfert de quai. Quand ils se rendent à Grande-Rivière, on s'entend que le débarquement se fait là. Le maire d'alors, Léo Lelièvre, n'y était pas allé non plus de main morte. Le quai, il n'a pas été construit selon les normes qu'il devrait y aller. L'entrée du quai est rapetissée. C'est dangereux pour les bateaux. Ça a la main rampe, les bateaux se frottent ensemble. Ça m'a été dangereux, je ne peux pas tout. C'est grave, c'est assez grave. Autant de sorties en règle et de pressions faites auprès du MPO et du cabinet ministériel qui ont mené à l'annonce de la semaine dernière de la ministre fédérale Diane Leboutillier, confirmant les travaux qui vont réajuster le tir, extension du brise-lames, quai flottant, aire de service et mise à niveau de la rampe de mise à l'eau. Voilà qui rassure l'actuel maire Roberto Blondin. Les bateaux ont de la misère à rentrer, puis il y a bien des fois qu'il faut qu'il y ait à un autre comme Grande-Rivière, c'est des coûts supplémentaires, tout ça. Donc, on avait fait des représentations pour ça, puis la ministre, l'année passée, l'avait mis dans le budget. Puis j'aimerais préciser que la seule ville qui a été mentionnée dans le budget fédéral, c'est la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, en parlant d'investissement au niveau du quai. Puis, en plus, on a demandé la finalisation du quai, parce que dans le projet global, il y avait des méga-pontons, il y avait plusieurs affaires. Donc, on a pu rajouter des méga-pontons, on a pu rajouter certaines choses qui manquaient pour la finalisation du projet. Des travaux qui assurent aussi la pérennité des emplois, tant en usine qu'en mer, de sa municipalité, rappelle M. Blondin. Grosso modo, c'est pratiquement 1000 personnes à Sainte-Thérèse qui travaillent. C'est tout un environnement économique qu'on a revendiqué, ce qui a été entendu, c'est que le quai à Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est un des plus importants au Québec. Ça génère une activité économique, puis on est content que nos doléances ont été entendues, qu'on finalise le quai et puis qu'on est capable d'avoir des projets futurs pour faire en sorte qu'il y a plus d'ouvrages. L'appel d'offres pour la jetée devrait être publié d'ici 3 semaines pour un début des travaux cet été et tous les travaux devraient être complétés d'ici 1 an, estime le maire. Thierry Haroun, TVCGR, Sainte-Thérèse de Gaspé. TVCGR fête ses 40 ans cette année. Cela a été souligné lors d'une soirée de festivités. Voici mon reportage. Malgré la mauvaise température, les 40 ans de TVCGR ont été soulignés le 29 novembre dernier en compagnie des commanditaires, des bénévoles et des représentants des municipalités de la région sous la forme d'un cocktail dînatoire à la Maison des jeunes de Grande-Rivière. Charles Cyr, président du conseil d'administration de la TVCGR, a souligné le travail important que René Baudin a fait pour la télévision communautaire. Fondé en février 1978, initiateur de cette belle aventure, M. René Baudin a été un visionnaire offrant aux gens de Grande-Rivière une télévision locale qui a permis aux gens de chez nous de faire de la télévision et d'avoir accès à un outil de communication de proximité pour la communauté. Il a été au cœur du réveil de la population sur l'importance d'une télévision aux valeurs citoyennes. C'était l'occasion de remercier ses partenaires qui lui ont permis d'évoluer et des bénévoles qui ont œuvré au sein de la TVC pendant toutes ces années. Nous rendons hommage à certains bénévoles ayant œuvré au sein de notre organisme. C'est sûr que depuis 40 ans, il y a eu beaucoup de bénévoles qui ont
défilé dans l'organisation de TVCGR. Vous avez été et vous êtes le cœur de TVCGR et nous sommes très fiers d'avoir une équipe de bénévoles dévoués qui s'impliquent avec passion pour livrer à la population des émissions de qualité. TVCGR veut aussi remercier ses partenaires qui nous ont permis d'évoluer au cours des dernières années. Sans vous, la télévision communautaire n'aurait pas été en mesure de relever des défis d'acquisition de matériel de pointe et aussi d'être présent dans l'ensemble des activités qui se déroulent sur notre grand territoire. Pour les bénévoles, notons entre autres le travail de Raymond Méthode, qui est là depuis les débuts de TVCGR. Ovila Atot pour ses 30 ans de bénévolat, dont la réalisation du Ranch à Ovila. Cynthia Pitre, qui a réalisé 164 émissions de la capsule chiropratique, ainsi que Serge Tidjani, à qui l'on doit la parole au quotidien, qui en a réalisé 170. Le travail de Jocelyne Covier a aussi été souligné. Elle a reçu une distinction du gouvernement pour celui-ci, comme l'explique Charles Cyr. Le gouvernement du Québec souligne l'engagement du bénévole de Mme Jocelyne Covier. Sa générosité et son dévouement envers la communauté lui a mérité une mise en candidature au prix Hommage Bénévolat Québec, signé par la sous-ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Lynne Burubé. Serge Tidjani, curé de Grande-Rivière, a souligné à quel point la communauté est importante pour une télévision communautaire. Pour que l'on survive, il faudrait qu'on se mette ensemble. Et pour qu'on puisse faire 40 ans, c'est parce que des gens y ont cru, des gens se sont dit, même si on est différent, on a des raisons de nous mettre ensemble pour défendre une cause. Merci à tous ceux qui nous ont précédés, à la télévision communautaire, et merci à nous, à vous qui faites la télévision communautaire aujourd'hui. On a beau faire les plus belles émissions, on a beau s'investir autant qu'on peut, si la communauté n'embarque pas, ça ne vivra pas. Pour Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, il est important de rappeler l'importance qu'apporte la TVCGR à la ville, comme par exemple de permettre aux citoyens d'assister aux séances du conseil municipal. Il soulignait également comment la ville participe dans la TVCGR. Le nouveau conseil, on est là comme partenaire pour la TV communautaire. Au niveau la télé diffusion de la messe le dimanche, c'est qu'il y avait un commanditaire qui s'avait retiré, puis il y en avait un deuxième qui était en question. Donc, je pense que la ville, le conseil, là, a décidé, c'était unanime, d'embarquer pour une année. Puis même cette année, Merco est venu me voir, il me dit on a un beau projet d'apporter de l'équipement, je vous dirais, d'appoint pour offrir une meilleure qualité de son, une meilleure qualité d'image. Donc la ville a embarqué comme partenaire pour comme mise de fonds pour être en mesure d'aller chercher du financement à la MRC. On a même annoncé à Merco que cette année, on est là aussi comme commanditaire pour appuyer la TV communautaire. Donc comme vous pouvez voir, je pense qu'effectivement, tout le monde considère que la TV communautaire est importante, mais je peux vous le dire, pour que le conseil municipal, nous aussi, on trouve que c'est un excellent outil pour être en mesure de rejoindre la communauté. Finalement, une collaboration avec Jean-Luc Bugeaud a également été présentée, soit le vidéoclip de sa chanson sur l'école Beaupasteur de Sainte-Thérèse de Gaspé. Il a souligné le travail que TVCGR a fait avec lui sur ce projet. On a eu la collaboration de la télévision communautaire de Grande-Rivière qui ont embarqué avec nous autres dans ce projet-là à 100 %. Ils nous ont donné un super de coup de main. On a fait de la captation d'images pendant l'été. On en a fait pendant plusieurs événements. Puis, écoutez, on a fini la vidéo il y a 2 semaines de ça. On a eu le résultat final. Donc, télévision communautaire de Grande-Rivière, merci infiniment. Merci à toutes vous autres. Sans vous autres, ce projet-là n'aurait pas eu lieu. Je n'aurais pas pu faire ça. C'est vraiment super. J'ai des félicitations à vous faire, premièrement. Puis un grand merci à vous faire aussi pour l'école, puis pour moi aussi, parce qu'en tant que musicien, compositeur, interprète, vous me donnez toujours des bonnes chances. Vous avez toujours été en arrière de moi. Merci infiniment. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. Un colloque sur l'avenir du patrimoine religieux en Gaspésie s'est tenu à l'église de Grande-Rivière. Environ 130 personnes se sont réunies pour en discuter. J'ai fait le tour de l'enjeu avec les différents intervenants. C'est le 26 octobre dernier, à l'église de Grande-Rivière, que s'est tenu le colloque régional du patrimoine religieux en Gaspésie et aux îles de la Madeleine.
Des participants de la Gaspésie et des îles, provenant de différents secteurs, tels que les fabriques, municipalités, MRC et organismes, ont échangé et réfléchi sur les perspectives d'avenir de leur patrimoine religieux. Comme l'explique Médard Doiron, président de la table de concertation régionale du patrimoine religieux de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, il était nécessaire de tenir ce colloque après avoir pris connaissance de l'étude effectuée par l'évêché en 2012 sur cette problématique. Avec tous ces gens rassemblés, il était possible de rechercher des solutions. Pour essayer de se faire une idée, je dirais, de est-ce que c'est possible de créer des partenariats, alors qui ferait en sorte que, à un moment donné, on verrait, par exemple, une église qui serait peut-être en train de se transformer, comme un centre multifonctionnel, par exemple, ou autre chose. Mais il fallait absolument, à un moment donné, je dirais, lancer ce message pour dire, je dirais, à l'ensemble, je dirais, des citoyens et des citoyennes de la Gaspésie et des îles, est-ce que vous êtes prêts à vous impliquer pour justement regarder des projets, je dirais, de transformation d'églises? Pour avoir une idée du sentiment d'appartenance à l'égard du patrimoine bâti religieux de la population, la Maison de la culture de Grande-Rivière a effectué un sondage d'opinion auprès de 363 personnes de la MRC du Rocher-Percé. Les résultats du sondage ont été révélés lors du colloque et montraient que même si la pratique religieuse avait diminué de beaucoup, les gens étaient quand même intéressés à sauvegarder leur patrimoine religieux. Samuel Métate-Laflamme, directeur de la Maison de la culture de Grande-Rivière, nous explique les résultats. Et il en est ressorti que, par exemple, pour une des questions qui était l'utilisation des services, qui soient autant l'église, le presbytère, le cimetière et autres, donc ça peut être l'utilisation une fois ou une visite, et on a remarqué qu'il y a 75 des gens qui l'utilisent durant l'année, au moins une fois, mais que c'est majoritairement des femmes et majoritairement des gens plus âgés. Donc on voit déjà là qu'on commence à avoir une problématique. Et par la suite, on voit que le sentiment d'appartenance est très fort pour l'Église et non le presbytère, et encore plus le cimetière. Donc, les deux bâtiments ou lieux à préserver sont l'Église et le cimetière pour la population. L'Église pour les gens un peu plus croyants et instruits, et le cimetière plus pour la population non pratiquante. Donc, c'est un peu un beau parallèle à faire. Et on voit que l'aspect préconisé pour sauvegarder le lieu, c'est la religion pour ceux qui ne sont pas croyants. Donc, il en est ressorti des belles variables assez intéressantes. Puis on voit aussi que l'aspect architectural arrive pas mal en dernier. C'est vraiment plus l'aspect religieux historique qui ressort pour la préservation de l'Église comme qu'on a ici. Et par la suite, on voit que la population a sorti comme trois clés qu'il faut pour qu'un projet de reconversion soit possible. On a l'intérêt de la population vis-à-vis du projet, on a le financement, puis on a la volonté de le faire du milieu municipal et autres paliers. Donc, ces trois clés-là sont, selon les 363 résidents répondants qui ont répondu au sondage, sont les clés de réussite d'un projet de reconversion ou de préservation d'un bâtiment comme celui-ci. Un constat a été fait par Monseigneur Gaétan Proulx, évêque du diocèse de Gaspé, au fait que le statu quo n'est plus possible. C'est d'ailleurs le thème du colloque. Cela veut dire que les fabriques ne peuvent plus travailler seules. Monseigneur Gaétan Proulx nous en dit plus. Les fabriques ne peuvent plus fonctionner seules parce que on a besoin d'une solidarité plus grande entre les fabriques parce que les églises sont moins fréquentées, il y a moins de sous qui rentrent aussi par le fait même. On a des grands bâtiments à rénover, à maintenir, disons plus, et donc ça devient de plus en plus difficile. Et donc aussi, on a de moins en moins de bénévoles qui peuvent prendre en charge un tas de réalités paroissiales, comme la catéchèse, par exemple. On a moins de catéchètes qu'on avait au niveau de l'élection des marguilliers. On doit avoir normalement 6 marguilliers par fabrique. Et actuellement, il y a des endroits où c'est très difficile d'en élire autant. Alors, puis même à certains endroits, je pourrais même dire que des fois, on est obligé d'en nommer nous-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas le monde qu'il faut. Alors, en regroupant comme ça, ça va permettre à 5 communautés, mettons, je dis 5 parce qu'ici, je pense que c'est ça, 5 ou 6 à Grande-Rivière, sont appelés normalement à se regrouper pour mettre en commun des ressources, non seulement financières, parce que financièrement, ça va aider aussi, mais en même temps de mettre en commun des ressources en personnel. Jean-Marie Fallu, représentant de la table de concertation régionale du patrimoine religieux de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, a été impressionné par ce qu'a dit Monseigneur Gaétan Proulx
en indiquant que l'évêché est ouvert à la transformation des églises si la communauté a des solutions. Monseigneur Proulx, qui a été très pragmatique, puis qui a dit, les églises, si vous voulez les sauver, nous, on les démolit pas. Mais si vous ne trouvez rien comme mission, comme usage, vous allez contribuer à les démolir. Alors, commencez maintenant à trouver des alternatives. Donc, il y a donc une ouverture de l'Église, de l'évêché, pour transformer les églises. Autrement dit, une église peut très bien conserver son lieu de culte, mais aussi avoir d'autres usages. D'ailleurs, des exemples y ont été présentés. Monseigneur Gaétan Proulx en a justement présenté un alors qu'il était curé à Sainte-Foy. On avait une très belle église qui s'appelle Saint-Denis-du-Plateau, qui a été vendue à la Ville de Québec et qui est devenue l'une des plus belles bibliothèques de la Ville. Il y a des gens qui m'en parlaient aujourd'hui. Il y en a qui ont dit, on est allé là, c'est vraiment une réussite extraordinaire. Mais elle n'est plus dédiée au culte. Il n'y a plus de culte dedans. C'est juste des livres, là, puis des espaces pour la lecture, pour le multimédia, tout ça. On a montré l'église de la Durantaye dans Bellechasse, où l'église est devenue un centre multifonctionnel et que le chœur, il ferme le rideau du chœur. Puis quand c'est le temps des célébrations liturgiques, il rouvre le grand rideau. Le chœur est là, comme ici aujourd'hui, là. Alors, l'Église sert le dimanche, elle sert pour des funérailles, malgré tout. Après avoir vu et entendu tout ce qui s'est dit lors du colloque, pour Serge Tidjani, chancelier du diocèse de Gaspé, on est capable d'en faire autant que les autres villes, mais la communauté doit aussi participer. Donc aujourd'hui, moi, quand je pars d'ici, le premier sentiment que j'ai dit, oui, on est capable et on va se faire confiance. Et ensuite, il faut embarquer nos communautés. Et quand je dis embarquer nos communautés, c'est chacune des 5, dans mon cas à moi ici, et les 5 ensemble. C'est-à-dire faire comprendre aux gens que ce changement-là, ça les prend pour que ça ait lieu. Et j'ai souvent dit, le sauve qui peut ne sauve personne. Ensemble, on pourrait se sauver. Et ça m'amène toujours à ce que je constate, ça fait bientôt 9 ans, 10 ans que je suis dans le secteur, la querelle des clochers et la peur du voisin. Nous autres, les curés, Emmanuel et moi, c'est facile pour nous de rouler dans 5 paroisses, mais faites les statistiques un peu. Combien de personnes, si c'est juste à Grande-Rivière une messe, combien de personnes des autres paroisses vont venir? Ou bien si c'était juste une messe à Sainte-Thérèse, combien de Grande-Rivière de Percé vont venir? Donc, qu'on élargisse notre sentiment d'appartenance en nous disant, c'est comme ça que nous pourrions travailler ensemble. Et avec toutes les idées qui ont été proposées, c'est un bon point de départ pour la région de trouver les solutions pour la sauvegarde des églises. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'ouverture face à ces tendances, ces alternatives, puis aussi comment le Conseil du patrimoine religieux a fourni des guides intéressants, puis il y a des modèles au Québec qui existent déjà. Alors pour la Gaspésie, là, c'est vraiment un bon départ, je trouve, pour pouvoir aller de l'avant, pour non seulement sauvegarder les églises, mais mieux les intégrer à la vie communautaire. Comme les Anglicans ont bien fait ça. Les Anglicans, eux, ont créé des petites églises à la mesure de leur communauté. Alors que du côté des communautés catholiques, souvent on avait une grosse église. Elle venait d'où? Elle venait souvent de la vanité d'un curé qui voulait avoir son église plus gros que le voisin. Puis aujourd'hui, on est pris avec ça. Alors, il ne faut pas qu'on en ait le passé, mais aussi, il faut se dire que la fonction première d'une église, c'est d'être au service de sa communauté. Alors, l'avenir des églises, c'est les gens des communautés qui vont en tirer parti. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. À la suite de ce colloque, il est devenu évident que pour assurer leur pérennité, les paroisses gaspésiennes devaient fusionner par secteur. Un enjeu délicat et de taille. Thierry Haroun s'est entretenu avec l'évêque de Gaspé, Monseigneur Gaétan Proulx, sur ce sujet, entre autres. Le colloque sur l'avenir du patrimoine religieux de la Gaspésie qui s'est tenu en octobre dernier à Grande-Rivière a été une occasion d'échanger et de réfléchir à tête reposée sur les multiples enjeux relatifs à l'Église de la péninsule. Cela dit, il faudra bien un jour que les diocésains prennent conscience qu'on ne pourra pas tout garder et que des choix parfois difficiles seront à faire, estime Monseigneur Proulx. On souhaite que les gens prennent conscience et qu'ils prennent conscience qu'on ne peut pas tout conserver, là, hein?
C'est clair qu'il faut trouver, en tout cas, des réaménagements, des manières différentes avec notre patrimoine bâti pour trouver des solutions pour soit avec des municipalités, soit avec les villes, pour qu'on puisse vivre des partenariats. Sinon, il y a des églises qui vont être appelées à fermer. Chose certaine, pour assurer la pérennité et la vitalité de chaque communauté chrétienne de la Gaspésie, les paroisses devront se fusionner par secteur, indique Monseigneur Proulx, qui donne en exemple le secteur de la baie des Chaleurs. Il y a cinq communautés. Là. Il y a Saint-Ézéard, Bonaventure, Saint-Siméon, Caplan et Saint-Alphonse. C'est clair que ces communautés-là sont appelées à s'unifier. Ça veut dire se jumeler. Là. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des fabriques dans chacune des églises. Et on arriverait à faire une seule fabrique avec 5 communautés chrétiennes. Écoutez, la nouvelle fabrique qui sera élue à ce moment-là, elle doit faire un PDI, un plan directeur immobilier. C'est à eux de faire ça, c'est pas à moi de faire ça. C'est aux citoyens, c'est aux paroissiens, paroissiennes de faire des choix. Et à partir du moment où ils auront fait des choix, là, ils vont nous avertir que telle église est excédentaire ou tel presbytère est excédentaire, ou ils veulent toutes les garder. Ça va dépendre des possibilités qu'ils vont trouver. Au détour de notre conversation, la question de la laïcité de l'État abordée par le gouvernement Legault, qui souhaite interdire tout signe religieux aux fonctionnaires en position de pouvoir, dont les professeurs, fait dire à Monseigneur Gaétan Proulx que le discours de ce gouvernement est pour le moins incohérent. C'est sûr que les évêques vont réfléchir là-dessus. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré, le discours actuel, là, parce que les enfants, ils se posent pas ces problèmes-là. C'est pas parce que la madame a un voile sur la tête que ça change la... D'ailleurs, en plus, on a la diversité religieuse. Il y a un cours qui se donne là-dessus. Alors déjà, on donne un cours là-dessus, puis en même temps, on enlève les signes. Puis alors, c'est quoi le discours, là? C'est quoi la cohérence du discours, là? Donc, il manque de cohérence à l'échelle... Selon moi, là, à un moment donné, il faut pas être malade. Là, les musulmans, il y en a, puis écoute, on va vivre avec, là. Thierry Haroun pour TVCGR, à Percé. Rétrospective 2018 vous a été présentée par vos centres de rénovation Home Hardware de Newport-Clédance à Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien. C'était la dernière partie de Rétrospective 2018. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Au nom de toute l'équipe de TVCGR, la direction, les techniciens et les journalistes, je vous souhaite une bonne année 2019.